La nuit tombait sur la petite commune française de Saint-Vincent-sur-Jard, lorsque l'orage électrique s'abattit sur les champs de blé et de tournesol, transformant l'horizon en un chaos d'éclairs et de vents violents. Pierre et Hélène Dubois, agriculteurs réputés pour leur amour de la terre, n'avaient plus donné signe de vie depuis 2013, et le village portait encore le poids de leur disparition inexpliquée. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce dernier matin où les Dubois étaient sortis pour s'occuper des animaux. Les autorités locales n'avaient retrouvé que quelques empreintes éparses dans la boue et un tracteur abandonné près de la grange, comme si la vie s'était tout simplement évaporée. Mais cette nuit-là, le destin sembla jouer avec le temps. La foudre frappa un vieux hangar de stockage numérique, révélant parmi les décombres une bande magnétique oubliée, recouverte de poussière et d'eau. Le jeune journaliste local, Antoine Leclerc, fut le premier à découvrir la cassette après la tempête. Il connaissait l'histoire de la disparition des Dubois depuis son enfance, mais n'avait jamais imaginé qu'un fragment du passé puisse ressurgir de façon aussi tangible. La cassette contenait des enregistrements de vidéosurveillance de la ferme, datant de quelques semaines seulement avant la disparition du couple. Ce qu'on y voyait était troublant. Des silhouettes furtives se déplaçant au loin, des ombres qui ne correspondaient à aucun habitant ni ouvrier du secteur. Tandis qu'Antoine examinait l'enregistrement, il remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Hélène semblait avertir Pierre de quelque chose, désignant discrètement l'horizon, mais la caméra trembla sous l'effet du vent et le grondement du tonnerre couvrit tout dialogue. Pierre regarda dans la direction indiquée et un instant, son regard refléta un mélange d'effroi et de compréhension. La séquence s'acheva brusquement sur une lumière intense, illuminant la grange, suivie du silence. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement, ravivant d'anciennes théories sur la disparition. Certains habitants se souvenaient d'événements étranges qui l'avaient précédé, des animaux qui disparaissaient sans explication, des outils de travail déplacés et une lueur nocturne inexplicable aperçue par des enfants dans les champs. Aucun rapport scientifique ou policier n'avait jamais permis d'expliquer ces phénomènes et, 5 ans plus tard, l'enregistrement semblait apporter une nouvelle pièce au puzzle. Antoine décida de tout documenter. Il savait que toute tentative de manipulation risquait de compromettre l'authenticité de la découverte, et en même temps, il comprenait que la diffusion virale de l'enregistrement pourrait placer le petit village au centre de l'attention mondiale. Réseaux sociaux, forums de curiosité, chaînes d'information, tous attendaient la révélation qui pourrait enfin répondre à la question qui hantait la région depuis des années. Pendant ce temps, le vent arrachait des branches et dispersait des feuilles sur le chemin principal de la ferme. Le ciel s'illuminait d'éclairs irréguliers, comme si la nature elle-même lançait un avertissement. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. C'était comme si la tempête avait réveillé quelque chose que le temps n'avait pu effacer. La disparition des Dubois, jusque-là nimbée de silence et de spéculation, trouvait désormais une voie à travers cet enregistrement, mais soulevait encore plus de questions que de réponses. Puis, une première ombre apparut dans le champ, une forme humaine, se mouvant étrangement comme flottant au-dessus du sol, qui ne correspondait à aucun des voisins ni des ouvriers connus. Pierre sembla reconnaître une présence, mais il n'eut pas le temps de réagir. Un éclair zébra la scène, ne laissant derrière lui que l'obscurité et le bruit d'un objet tombant sur le sol de la grange. Le mystère était entier. La cassette révélait non seulement des indices, mais laissait aussi entendre que la disparition des Dubois avait des racines inhabituelles, voire inexplicables au regard des mœurs rurales françaises. Chaque image semblait chargée de sens, chaque ombre semblait observer, guettant. Antoine savait que le monde entier allait devoir découvrir sa découverte, et que la vérité pourrait bien être plus surprenante que toutes les rumeurs qui circulaient dans le village. Saint-Vincent-sur-Jard était une commune modeste, avec ses ruelles pavées et ses maisons de pierre aux toits de tuiles rouges.
L'agriculture n'y était pas seulement un métier, c'était un mode de vie transmis de génération en génération. Le vent portait les effluves de la terre humide et du foin fraîchement coupé, et chaque détail du paysage semblait receler d'anciens secrets que peu osaient percer. Avant sa disparition, Pierre Dubois était réputé pour son habileté à réparer toutes les machines de la ferme, tandis qu'Hélène s'occupait des animaux et produisait des fromages artisanaux vendus sur les marchés voisins. Le couple formait un duo inséparable, se complétant en silence, leurs actes primant sur les mots. Mais même dans leur quotidien, quelque chose clochait. Des événements étranges, apparemment insignifiants à l'époque, prenaient désormais tout leur sens à la lumière de l'enregistrement retrouvé. Au-delà du couple disparu, Antoine Leclerc est devenu le point de vue du lecteur sur cet univers. Journaliste de 28 ans, il avait grandi au son des récits de la famille Dubois contés sur les places du village. Déterminé et méticuleux, Antoine était fasciné par les affaires non résolues, mais son attachement personnel à la région a conféré une dimension émotionnelle à l'enquête. Il n'était pas simplement curieux, il sentait que découvrir la vérité sur les Dubois donnerait un sens plus profond à sa carrière et à sa propre vie. Des personnages secondaires ont également commencé à apparaître. Madame Lavigne, la voisine âgée, qui affirmait avoir aperçu des silhouettes étranges aux alentours avant la disparition. Ses souvenirs étaient fragmentaires, mais empreints d'émotion, et exprimaient un sentiment d'urgence et de mystère. Jean-Paul Mercier, un policier local, qui avait classé l'affaire en 2013, la réexamine aujourd'hui avec scepticisme et fascination, cherchant à concilier rationalité et pression médiatique croissante. Lucie, la petite fille de Madame Lavigne, qui, malgré son jeune âge, était courageuse et curieuse, accompagna Antoine dans l'exploration des environs de la ferme, apportant une perspective jeune et intuitive. La France rurale joue également un rôle actif dans le récit. Sa géographie, avec ses champs ouverts et ses forêts denses, offrait à la fois refuge et danger. Les ruines d'anciens bâtiments, les puits abandonnés et les sentiers cachés dans les bois ont favorisé des rencontres mystérieuses et la découverte d'indices partiellement dissimulés. Les éléments culturels, tels que les fêtes traditionnelles, les marchés locaux et les récits issus de légendes anciennes, s'y sont naturellement intégrés, conférant texture et authenticité au récit. Par exemple, Antoine a découvert que la région était imprégnée de superstitions ancestrales concernant des lumières dansantes dans les champs, un phénomène qui semblait désormais coïncider avec les événements filmés. En visionnant les images de l'enregistrement, Antoine remarqua des nuances qui auraient pu passer inaperçues pour tout autre observateur. Des empreintes qui ne semblaient appartenir ni à des humains, ni à aucun animal connu. Des mouvements presque mécaniques ou chorégraphiés de silhouettes indistinctes à l'horizon. Des signes subtils d'objets déplacés, tels que des outils tombés ou des clôtures partiellement renversées, suggèrent une présence persistante et invisible. Ce souci du détail a commencé à façonner l'intrigue. Les échanges entre Antoine et les villageois ont révélé non seulement les circonstances de la disparition, mais aussi différentes facettes du comportement humain. La peur, le doute, la superstition, la loyauté envers la communauté. Chaque personnage avait des motivations bien définies. Antoine cherchait la vérité, Jean-Paul souhaitait préserver la réputation du village, Madame Lavigne voulait alerter les autres sur un pressentiment inexplicable, et Lucie était en quête d'aventure et de compréhension quant au sort de ses voisins disparus. Les interactions entre les personnages permettaient au récit de montrer, plutôt que de raconter, le contexte social et émotionnel de la région. Antoine se trouvait confronté à de petits choix moraux et stratégiques, révéler chaque découverte immédiatement ou observer plus attentivement, en évitant d'alarmer inutilement les habitants. Cet équilibre entre action et réflexion, entre mystère et réalité, renforçait la tension narrative sans recourir à de longues explications. Finalement, le film devint un catalyseur pour le récit.
Chacune des analyses d'Antoine approfondissait non seulement l'énigme, mais aussi la perception que les personnages avaient du monde qui les entourait et d'eux-mêmes. La communauté, restée en sommeil pendant 5 ans, était désormais appelée à observer, à réagir et potentiellement à affronter des forces insoupçonnées. Le contexte français, riche en traditions et marqué par l'isolement, n'était pas un simple décor. Il faisait partie intégrante du récit, influençant les décisions, les craintes et les chemins possibles. Grâce à la bande retrouvée, Antoine Leclerc a non seulement rouvert l'enquête sur l'affaire Dubois, mais a aussi déclenché une série d'événements inattendus dans le petit village. Les habitants ont commencé à remarquer d'étranges mouvements la nuit. Des portes qui grinçaient toutes seules, des animaux qui disparaissaient et des ombres qui traversaient les champs. Chaque détail semblait lié au fragment de l'enregistrement, créant une tension croissante que personne ne pouvait ignorer. En examinant les clichés, Antoine remarqua des schémas subtils dans les mouvements des silhouettes. Il ne s'agissait pas de visiteurs aléatoires, mais de quelque chose de systématique, presque intelligent. Il fit part de ses observations à Jean-Paul Mercier, qui, bien que sceptique, ne put nier la concordance avec d'anciens témoignages d'habitants, notamment celui de Madame Lavigne, qui affirmait avoir vu des choses qui ne sont pas de ce monde. Lucie, curieuse et perspicace, suggéra d'explorer la forêt près de la ferme, où certains signes indiquaient une activité récente. Parallèlement, de nouveaux conflits surgirent entre les personnages. Antoine devait concilier son désir de révéler la vérité et sa responsabilité de protéger le village d'une panique générale. Jean-Paul, quant à lui, était en proie à son incrédulité et à la pression médiatique. Madame Lavigne, qui s'était toujours sentie ignorée, cherchait à faire reconnaître ses intuitions par le village. Chaque personnage réagissait différemment aux indices et aux signes, accentuant les tensions émotionnelles et éthiques et complexifiant l'intrigue. Lors d'une inspection nocturne, Antoine et Lucie découvrirent d'étranges marques au sol, semblant indiquer une présence tournant en rond et revenant toujours vers la grange. L'enregistrement révéla que, quelques instants avant la disparition des Dubois, Pierre et Hélène avaient remarqué ces marques, mais avaient décidé d'enquêter avec prudence, sans se douter de la gravité de la menace. Le récit montra que la disparition n'était pas fortuite. Elle était motivée par une intelligence et une intention, ce qui ne fit qu'accroître le suspense. À mesure que l'enquête progressait, les réactions du village se multiplièrent. Certains habitants y voyaient superstition ou coïncidence, tandis que d'autres, influencés par de vieilles rumeurs et légendes, craignaient l'inconnu. De petites confrontations éclatèrent, certains villageois s'opposant à l'enquête d'Antoine, arguant que certaines vérités étaient trop dangereuses pour être révélées. Ce conflit de points de vue engendra des tensions sociales, qui reflétait et amplifiait le mystère central. L'enregistrement révéla également une nouvelle dimension à la disparition, des objets semblant se déplacer seuls et des signes lumineux inexpliqués dans le ciel nocturne. Chaque nouvelle découverte défiait toute explication logique, exacerbant le conflit intérieur d'Antoine, entre scepticisme et preuve, et le conflit extérieur avec les villageois et le caractère imprévisible du village lui-même. De plus, les personnages secondaires ont enrichi le conflit de manière significative. Lucie, poussée par la curiosité, s'est aventurée dans des zones interdites, se mettant en danger et forçant Antoine à agir précipitamment. Jean-Paul a commencé à remettre en question sa propre perception de la réalité, tandis que Madame Lavigne a essuyé des critiques pour avoir colporté de vieilles histoires qui semblaient désormais gagner en crédibilité. Chaque action et chaque réaction ont contribué à complexifier l'intrigue et à renforcer le sentiment d'urgence. Au fil de l'enquête, de nouveaux obstacles surgirent, des orages qui détruisirent le matériel, des animaux disparus qui entravaient la collecte de preuves, et des rencontres avec des inconnus qui semblaient les épier. Antoine commença à comprendre que la vérité sur la disparition des Dubois résidait non seulement dans les événements de 2013,
mais aussi dans une série d'événements interconnectés qui se déroulaient d'une manière mettant à l'épreuve la logique et le courage des protagonistes. Le conflit central ne résidait donc plus seulement dans le mystère de la disparition, mais aussi dans la lutte pour comprendre et maîtriser des forces inconnues, tandis que les personnages étaient mis à l'épreuve physiquement et émotionnellement. Chaque nouvel obstacle contribuait au développement de l'intrigue, sans jamais répéter les conflits précédents, maintenant ainsi le lecteur en haleine, happé par la tension et l'imprévisibilité du récit. Alors qu'Antoine approfondissait son enquête sur la disparition des Dubois, d'autres histoires, moins importantes, commencèrent à s'entremêler à l'énigme centrale, révélant des détails que personne au village n'avait remarqués. De petites disparitions d'animaux, chats, lapins et quelques vaches, survenues ces dernières années, semblaient liées à la présence mystérieuse visible sur la cassette. Ces événements secondaires, en plus d'ajouter à la tension, intensifièrent le suspense en suggérant l'existence d'une intelligence occulte à l'œuvre aux alentours de la ferme. Lucie, explorant la forêt avec Antoine, découvrit des traces de campements de fortune, faits de branches et de couvertures déchirées, indiquant qu'une personne ou une créature y avait récemment passé la nuit. Chaque détail de l'exploration permettait au lecteur de ressentir l'urgence du temps. Les heures passaient, la tempête faisait rage et une menace invisible semblait épier chacun de leurs pas. Ces éléments créaient un sentiment d'urgence et maintenaient un rythme narratif soutenu. Entre-temps, la relation entre Antoine et Jean-Paul Mercier se complexifia. Jean-Paul, d'abord sceptique, commença à soutenir certaines initiatives du journaliste, créant une tension entre son devoir de policier et la nécessité de révéler la vérité. Cette dynamique enrichit le récit, montrant que les personnages secondaires évoluaient eux aussi et étaient influencés par les événements. Madame Lavigne, à son tour, fit ressurgir de vieilles histoires du village, évoquant d'étranges lumières et des disparitions d'habitants au fil des décennies. D'abord considérées comme de la superstition, ces histoires semblaient désormais correspondre aux observations d'Antoine. Cette intrigue secondaire révélait combien le passé du village était intrinsèquement lié aux événements récents, ajoutant une dimension historique et culturelle qui enrichissait le récit. Alors que les tensions montaient, Antoine se trouvait confronté à des dilemmes moraux. Jusqu'où devait-il risquer la sécurité de Lucie et des villageois pour découvrir la vérité? Chaque décision entraînait des conséquences immédiates et imprévues, reliant de petits événements au conflit central. Par exemple, lors d'une exploration nocturne, Lucie a failli être foudroyée en suivant une silhouette mystérieuse jusqu'à la grange abandonnée. Cet événement inattendu a renforcé l'imprévisibilité du récit et la nécessité de prendre des décisions rapides. L'intrigue secondaire explorait également les répercussions de la vidéo dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Devenue virale, elle attirait la curiosité et les théories du complot. Cette pression extérieure engendra de nouveaux conflits, des habitants inquiets de la médiatisation du village, des visiteurs indésirables et des rumeurs compliquant l'enquête. L'intrigue ne se contentait pas de révéler le mystère central, mais abordait aussi les conséquences de la gestion d'une énigme virale, renforçant ainsi la complexité du récit. Tout au long de cette enquête, de petits indices commencèrent à se révéler. Des empreintes de pas changeant brusquement de direction, des signes de lévitation d'objets et la disparition d'effets personnels à la ferme. Chaque intrigue secondaire se rapprochait du cœur du mystère, sans pour autant détourner l'attention de l'enquête sur la disparition des Dubois. Les relations entre les personnages s'approfondirent. Antoine apprit à faire davantage confiance à Lucie. Jean-Paul commença à envisager la possibilité de phénomènes inhabituels et Madame Lavigne se sentit enfin comprise. La pression du temps intensifiait la tension narrative. La tempête continuait de balayer la région, interrompant l'enquête, endommageant le matériel et brouillant les indices. Chaque action des personnages avait des conséquences immédiates, soulignant l'importance d'une planification stratégique
et accroissant le suspense. Tout le village semblait impliqué directement ou indirectement dans le déroulement des événements, tissant un réseau d'interactions complexes qui enrichissait l'intrigue principale. Finalement, la combinaison des intrigues secondaires, disparition d'animaux, légendes villageoises, menaces invisibles et répercussions virales, a convergé pour intensifier la tension et préparer le terrain pour le tournant décisif. Tout était interconnecté. La disparition des Dubois, la cassette retrouvée, la curiosité de Lucie, le dilemme moral d'Antoine et l'implication réticente de Jean-Paul. Chaque intrigue secondaire contribuait de manière significative sans allonger inutilement le récit, et toutes annonçaient une révélation imminente qui allait bouleverser l'histoire de façon surprenante. Le lendemain matin, après une nouvelle violente tempête, Antoine décida de revoir la vidéo, image par image, à la recherche du moindre détail qui aurait pu lui échapper. C'est alors qu'il remarqua quelque chose que personne n'avait remarqué jusque-là. Une seconde caméra dissimulée dans la grange, enregistrant discrètement des plans intérieurs qui révélaient les Dubois en compagnie de personnages qui n'auraient pas dû être là. Le choc fut immédiat. Pierre et Hélène n'étaient pas seuls la nuit de leur disparition. L'enregistrement montrait des êtres de grande taille, enveloppés d'ombre, mais d'apparence presque humaine, se déplaçant avec précision et évitant tout contact direct. Ils semblaient communiquer avec le couple de manière silencieuse, presque rituelle. À un moment donné, Hélène tendit quelque chose à l'une de ces silhouettes, un objet qui luisait doucement dans l'obscurité, et Pierre acquiesça d'un signe de tête à contre-cœur, avant qu'ils ne s'éloignent ensemble vers un point hors champ. Antoine comprit que toute cette affaire n'était pas une simple suite d'événements surnaturels aléatoires. Il y avait un schéma, une intention consciente derrière cette disparition. Cette révélation bouleversa le récit. Les Dubois n'avaient pas été des victimes passives, mais des acteurs d'un acte délibéré et d'une certaine manière consenti, même s'il s'était déroulé dans un climat de peur et de tension. Pendant qu'il traitait ces images, Antoine fut appelé par Lucie qui criait de l'extérieur. Il courut à sa rencontre, pointant le ciel du doigt, où une lumière intense perçait les nuages d'orage, illuminant la forêt près de la ferme. Au sol, des empreintes fraîchement formées menaient directement à la cabane où la seconde caméra avait été cachée. C'était comme si la disparition des Dubois allait se répéter, mais cette fois sous ses yeux. Jean-Paul, d'abord sceptique, arriva peu après sur les lieux et fut témoin de la même scène. Pour la première fois, le policier admit que la logique traditionnelle ne pouvait expliquer ce qu'il voyait. Les silhouettes émergèrent brièvement de la lumière, et l'identité de l'une d'elles se révéla, Pierre Dubois. Il était vivant mais différent, comme si le temps et le contact avec ces êtres mystérieux l'avaient transformé. Hélène apparut peu après, l'air hésitant, et posa sur Antoine un regard mêlé de soulagement et d'inquiétude. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'une des silhouettes obscures s'approcha d'Antoine, s'arrêtant à quelques mètres seulement. Au lieu d'attaquer, elle tendit la main dans un geste d'invitation ou d'avertissement, et un son presque musical emplit l'air, résonnant à travers le village et les champs. Antoine comprit aussitôt. La disparition n'avait pas été malveillante, mais faisait partie de quelque chose de plus grand, peut-être une interaction avec des forces que l'humanité ne comprenait pas encore. Au même moment, le public, les habitants et les médias qui avaient déjà commencé à diffuser l'information concernant la cassette commençaient à ressentir la pression de l'inattendu. Lucie filmait discrètement, enregistrant l'instant qui allait devenir viral. Pierre et Hélène, apparaissant vivants après 5 ans, en compagnie de figures impossibles, dans une clairière illuminée par l'orage. Chaque image de cette rencontre était chargée de tension, de surprise et d'émotions pures, assurant à l'histoire une diffusion virale instantanée. Ce tournant décisif a complètement transformé le conflit central. La disparition des Dubois, auparavant un mystère sombre et troublant, a pris une dimension fantastique, presque inexplicable. Antoine, Jean-Paul et Lucie devaient prendre des décisions rapides, tout révéler immédiatement au public,
au risque de provoquer le chaos ou mieux comprendre la situation avant d'en dévoiler les détails. Chaque choix comportait des conséquences potentiellement irréversibles. Alors que la lumière déclinait et que les silhouettes s'estompaient, les Dubois s'approchèrent d'Antoine. Hélène expliqua d'une voix tremblante que durant ces 5 années, ils avaient été transportés dans une dimension ou une réalité parallèle, guidés par des entités qui observaient le village depuis des générations. Ce qui semblait une disparition tragique s'était mué en une histoire de découverte, d'épreuves et de survie dans un monde caché. Pierre, visiblement transformé, ajouta que certaines traditions et superstitions du village, autrefois discréditées, étaient en réalité des instructions laissées pour protéger les habitants de forces inconnues. Cet événement inattendu a non seulement modifié le cours du récit, mais a aussi redéfini la perception que chacun avait du village, de la disparition et du rôle d'Antoine dans cette histoire. Ce tournant, mêlant action intense, révélations surprenantes et bouleversements émotionnels, a préparé le terrain pour les conséquences à venir. L'aube apporta un mélange de soulagement, d'étonnement et de confusion au village de Saint-Vincent-sur-Jard. Pierre et Hélène Dubois étaient vivants, mais visiblement transformés par leur rencontre avec les êtres mystérieux. Les premières réactions des villageois allèrent du scepticisme le plus total à une peur authentique, en passant par une intense curiosité. Chaque geste, chaque regard, chaque commentaire semblait porter le poids de 5 années d'absence. Antoine Leclerc, quant à lui, se sentait tiraillé par 2 dilemmes simultanés. Protéger les Dubois d'une exposition prématurée et révéler la vérité contenue dans les enregistrements qui commençaient déjà à circuler massivement sur les réseaux sociaux. Lucie, toujours impétueuse, enregistrait chaque détail, tandis que Jean-Paul Mercier s'efforçait de maintenir l'ordre et la crédibilité de la police locale. La tension entre protection et dénonciation devint un conflit central, reflétant la difficulté de composer avec des costumes qui défient la compréhension humaine. Dans la campagne, les signes de la disparition persistaient. Des empreintes nouvellement découvertes menaient à des zones inexplorées, laissant supposer que la présence de ces silhouettes mystérieuses n'avait peut-être pas pris fin. Les animaux revinrent peu à peu, mais certains manquaient encore à l'appel, rappelant à tous que le retour à la normale était fragile et lointain. Confrontée à des preuves concrètes de l'inexplicable, la communauté commença à réévaluer de vieilles histoires, qui semblaient n'être que de simples superstitions, reconnaissant la validité de souvenirs ignorés depuis des années. La diffusion de la vidéo et des images enregistrées a eu des conséquences immédiates pour Antoine. Devenue virale, la vidéo a suscité un vif intérêt national et international. Des spécialistes des phénomènes inexpliqués ont commencé à affluer au village. Des journalistes ont tenté d'obtenir des interviews et des curieux se sont rassemblés autour de la ferme. La pression s'intensifiait et Antoine devait agir avec prudence pour éviter que la situation ne dégénère et ne mette en danger les Dubois et les autres habitants. Jean-Paul était confronté à un conflit intérieur. Son point de vue rationnel et scientifique était remis en question par des faits qui défiaient toute explication logique. Il lui fallait concilier son rôle de policier et la nécessité d'accepter l'impossible. Cette évolution progressive permit à sa relation avec Antoine de se renforcer, transformant le scepticisme en coopération et en confiance. Madame Lavigne observait la scène avec une satisfaction discrète. Ces récits d'antan trouvaient enfin un écho, et la communauté commençait à la reconnaître non plus comme la voisine excentrique, mais comme celle qui avait été témoin des événements mystérieux qui avaient façonné le village et avait tenté d'en avertir les habitants. Lucie, quant à elle, était partagée entre plusieurs sentiments. La fierté d'avoir saisi les moments les plus cruciaux de l'histoire, la crainte des répercussions possibles et la prise de conscience grandissante que la curiosité pouvait avoir de réelles conséquences. Sur le plan intérieur, Pierre et Hélène durent faire face aux conséquences psychologiques de cette expérience. La peur, une transformation personnelle et l'étrangeté de retrouver un monde qui n'était pas resté immobile durant leur absence. Leurs échanges avec Antoine et les habitants furent empreints de prudence et d'hésitation,
tandis qu'ils tentaient d'expliquer l'inexplicable et de s'adapter au quotidien. Chaque conversation, chaque observation recelait une tension émotionnelle intense qui captivait le lecteur. De plus, de nouveaux conflits pratiques ont surgi. La remise en état de la ferme après 5 ans d'abandon, la réparation du matériel endommagé par la tempête et le rétablissement des relations avec le voisinage. Ces obstacles ont enrichi le récit, démontrant que même après une révélation surprenante, l'histoire continuait d'exiger action, prise de décision et résilience. Tandis que le village encaissait les événements, la présence de ces silhouettes mystérieuses laissait planer le doute. Était-elle bienveillante ou pouvait-elle revenir avec des intentions inconnues? Cette incertitude intensifiait la tension, captivant le lecteur et préparant le terrain pour les épreuves qu'Antoine, Lucie et les Dubois allaient devoir affronter. À la fin de la journée, le village était transformé. La disparition des Dubois, jadis un mystère silencieux, était devenue une affaire qui avait fait le tour du monde, source de découvertes surprenantes et de conséquences inattendues. Les personnages principaux et secondaires devaient désormais composer avec les répercussions de leurs choix et la perception collective de la communauté, sans jamais perdre de vue que l'inconnu demeurait présent, tapi dans l'ombre du paysage rural. Avec le retour de la famille Dubois, la vie à Saint-Vincent-sur-Jard ne serait plus jamais la même. Mais la véritable épreuve ne résidait pas seulement dans leur retour physique, mais aussi dans la manière dont chacun allait devoir affronter des changements, des peurs et des défis sans précédent. Antoine Leclerc, jusque-là simple journaliste curieux, endossa un rôle plus actif, celui de médiateur entre la famille Dubois, les habitants et le monde extérieur, désormais au courant du mystère. Il lui fallut apprendre à concilier éthique, courage et patience, conscient que tout ne pouvait se résoudre à la hâte ni par la médiatisation. Pierre et Hélène vivaient une profonde transformation intérieure. Les 5 années passées dans un espace étranger et parallèle leur avaient appris à percevoir les signes subtils, à interpréter les intentions invisibles et à agir avec une prudence stratégique. Pierre, auparavant direct et pragmatique, était devenu plus observateur, attentif aux moindres détails de la ferme, tandis qu'Hélène avait appris à déchiffrer les infimes changements de comportement, tant chez les gens que dans la nature, anticipant les risques et les opportunités. Tous deux devaient reconstruire la confiance en eux-mêmes et avec les résidents en alliant explications et actes. Lucie, la Benjamine du groupe, a fait preuve de la plus grande évolution. Sa peur initiale de la forêt et des inconnus s'est muée en courage et en discernement. Elle a commencé à organiser de petites expéditions autour de la ferme, notant et interprétant des signes qui seraient passés inaperçus auparavant. Sa curiosité s'accompagnait désormais de responsabilité. Chaque pas témoignait d'un apprentissage, de patience et d'une conscience aiguë de l'impact de ses actions. Jean-Paul Mercier, le policier sceptique, connut lui aussi une transformation. Sa vision du monde, fondée exclusivement sur la logique et la procédure, dut s'élargir pour accepter l'inexplicable. Il développa un sens de l'observation et un esprit d'analyse alliant rationalité et intuition, devenant un partenaire indispensable pour Antoine. Son évolution démontra que, face à des situations qui remettent en question l'entendement commun, la flexibilité et l'adaptation étaient essentielles à la survie et à la compréhension. La communauté, à son tour, a commencé à s'adapter. De petits groupes d'habitants ont participé aux investigations et à la surveillance de la ferme, apprenant à observer les signes de la nature et à respecter des pratiques qu'ils considéraient auparavant comme superstitionnelles. Cette évolution collective a non seulement renforcé le récit, mais a aussi montré comment des expériences traumatisantes et mystérieuses peuvent catalyser la maturité, la solidarité et l'évolution sociale. Forts de leurs nouvelles connaissances, les Dubois ont entrepris de reconstruire la ferme de manière plus stratégique. Ils ont modifié les clôtures, repensé les systèmes de sécurité et réorganisé l'espace afin d'anticiper les menaces imprévues. Chaque action concrète s'est accompagnée d'un apprentissage émotionnel.
la patience face à l'inattendu, la collaboration avec les voisins et la maîtrise de la peur qui, auparavant, dictaient leurs décisions. Antoine comprit que son évolution n'était pas seulement professionnelle, mais aussi existentielle. Il apprit que découvrir la vérité implique souvent de prendre des risques calculés, et que la valeur d'une histoire réside non seulement dans sa viralité, mais aussi dans sa capacité à transformer les individus et les communautés. Son récit, désormais empreint de responsabilité, d'empathie et de leadership, le fit passer du statut d'observateur à celui d'acteur de cette transformation. Soudain, de petits signes indiquèrent que la présence des silhouettes menaçantes n'avait pas complètement disparu. Des empreintes nocturnes et de subtiles lueurs à l'horizon rappelaient à tous que la vigilance demeurait de mise. Mais au lieu de paniquer, cette réalité incita à l'action et à la préparation. Chacun développa des stratégies d'adaptation, surveillance coordonnée, analyse des schémas et observation minutieuse des environs. L'évolution fut non seulement émotionnelle, mais aussi stratégique. Au terme de cette période de dépassement des difficultés, Saint-Vincent-sur-Jard n'était plus le même village isolé et apeuré. Il était devenu une communauté plus résiliente, capable d'affronter l'inconnu avec prudence, courage et solidarité. Antoine, Pierre, Hélène, Lucie et Jean-Paul ont transformé leurs expériences de peur et d'incertitude en apprentissage, renforçant ainsi non seulement leurs compétences individuelles, mais aussi la cohésion du groupe et du village tout entier. L'évolution des personnages a préparé le terrain pour le dénouement final. Désormais, ils n'étaient plus victimes ni spectateurs, mais protagonistes conscients, prêts à agir avec stratégie, courage et discernement face aux mystères qui les entouraient encore. Chaque expérience vécue, chaque décision prise, chaque obstacle surmonté a contribué à cette transformation progressive et visible, garantissant un dénouement non seulement palpitant, mais aussi cohérent et satisfaisant. Le village de Saint-Vincent-sur-Jard étant désormais en alerte et les personnages plus soudés, la tension était à son comble. Antoine, Pierre, Hélène, Lucie et Jean-Paul savaient qu'un événement majeur allait se produire et que seule une action concertée leur permettrait de survivre et de comprendre le phénomène qui les observait. Chaque détail, chaque ombre, chaque mouvement aux alentours de la ferme devenait une pièce cruciale du puzzle. Les Dubois commencèrent à cartographier les champs et les forêts, utilisant des marques discrètes pour identifier les motifs des empreintes et les signaux lumineux apparaissant lors des orages. Hélène, forte de sa sensibilité acquise durant les 5 années de disparition, parvint à interpréter les changements subtils de la nature, le vent, la direction de la pluie, le comportement des animaux. Pierre compléta ce dispositif par des stratégies de confinement en réorganisant les clôtures et en installant un système de surveillance improvisé capable d'enregistrer toute activité nocturne. Lucie, forte de son expérience en exploration et en observation, a commencé à coordonner de petites patrouilles avec des habitants volontaires, veillant à ce que chaque point stratégique soit surveillé. Antoine documentait tout, mais il devait aussi choisir le moment opportun pour diffuser l'information à la presse, en conciliant la viralité du récit et la sécurité du groupe et de la communauté. Jean-Paul Mercier a mis en place des protocoles plus rigoureux, alliant les méthodes policières traditionnelles aux nouvelles connaissances apportées par les Dubois. Il a commencé à former les habitants à réagir sans paniquer face à des signes inhabituels, les préparant ainsi à d'éventuelles rencontres avec l'inconnu. Chaque action visait à créer un environnement sûr, permettant ainsi à l'événement de se dérouler sans chaos total. Parallèlement, les signes d'activité se multiplièrent, des lumières apparurent irrégulièrement à l'horizon, d'étranges bruits résonnèrent dans les forêts, et le temps orageux accentua le sentiment d'alerte. Antoine comprit que l'imminence du dénouement n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Chaque personnage devait garder son sang-froid, analyser les informations et agir avec stratégie. Cette préparation intensifia la tension narrative, permettant au lecteur de percevoir pleinement le risque et la complexité de la situation.
L'interaction entre les personnages se coordonna davantage. Pierre et Hélène formèrent Lucie au protocole d'observation silencieuse et de communication rapide, tandis que Jean-Paul lui enseigna les techniques de contention et les premiers secours en cas d'urgence. Antoine, bien que moins impliqué dans les actions physiques, jouait le rôle de cerveau stratégique, analysant les schémas, anticipant les mouvements et consignant les événements susceptibles d'être décisifs. Durant cette phase, des intrigues secondaires trouvèrent également un dénouement partiel. Les animaux disparus commencèrent à réapparaître selon des schémas qui permirent de comprendre le comportement des mystérieux personnages. De petits événements étranges, auparavant isolés, furent désormais interprétés comme des signes indiquant la direction, l'intention et les limites de la présence surnaturelle. Chaque détail accentuait la tension et renforçait la préparation stratégique du dénouement. De plus, les médias locaux, intrigués par la viralité de la vidéo, ont commencé à s'intéresser de près au village. Antoine devait contrôler la diffusion de l'information afin d'empêcher toute intrusion indésirable dans l'opération de surveillance et d'enquête. Cet élément extérieur a ajouté de l'urgence et de la complexité, transformant la préparation en une lutte constante contre le mystère, mais aussi en une gestion des risques sociaux et émotionnels. À la tombée de la nuit, les personnages sentaient l'imminence de l'affrontement. Une lourde tension planait. Chaque éclair illuminait le ciel, révélant des silhouettes lointaines observant la ferme, et chaque coup de tonnerre résonnait, rappelant que l'inconnu approchait. Le groupe, plus soudé et coordonné, était prêt à agir avec lucidité, courage et stratégie, des qualités essentielles pour affronter le dénouement de l'histoire. La montée en puissance jusqu'au dénouement fut non seulement physique, mais aussi émotionnelle et stratégique. Chaque personnage avait évolué, appris et s'était adapté à des circonstances imprévisibles. Le décor français, avec ses forêts denses, ses champs ouverts et son climat orageux, devint un élément actif du récit, influençant les décisions et mettant à l'épreuve la capacité de réaction du groupe. La tension narrative atteignit son paroxysme avant l'affrontement final, garantissant un dénouement non seulement palpitant, mais aussi cohérent, inattendu et percutant. La nuit était lourde, chargée de nuages noirs et d'éclairs qui illuminaient les champs de Saint-Vincent-sur-Jard d'éclairs soudains. Antoine, Pierre, Hélène, Lucie et Jean-Paul s'étaient positionnés stratégiquement autour de la ferme, chacun aux aguets du moindre mouvement. La tension était palpable, tout pouvait basculer en quelques secondes. Soudain, une série de lumières intenses apparut à l'horizon, reflétant les motifs que l'équipe avait étudiés ces derniers jours. Les silhouettes, désormais plus distinctes, émergèrent des bois d'un mouvement coordonné, s'approchant de la clairière centrale. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Pierre s'avança le premier, guidant Hélène et Lucie, tandis qu'Antoine documentait la scène et que Jean-Paul préparait des points d'ancrage de fortune. Les silhouettes n'attaquèrent pas immédiatement. Au lieu de cela, elles encerclèrent le groupe, émettant des sons doux, presque musicaux, qui résonnaient à la fréquence de la tempête. Antoine comprit que la tension résidait non seulement dans l'action physique, mais aussi dans l'interaction subtile entre les humains et ces êtres inconnus. Chaque décision prise par les personnages reflétait le courage, l'intelligence et le savoir accumulé au fil de l'histoire. Soudain, l'une des silhouettes s'approcha de Lucie. Elle garda son calme, appliquant tout ce qu'elle avait appris sur les signes, la respiration et l'observation. D'un mouvement coordonné, Hélène tendit la main et émit une douce lumière de l'objet qu'elle avait récupéré des années auparavant, le même que Pierre avait vu dans l'enregistrement original. La lumière sembla créer un lien direct avec les silhouettes, qui répondirent par des mouvements harmonieux, presque rituels. Pierre comprit alors que le conflit ne se résoudrait ni par la force ni par la fuite, mais par la compréhension et une action stratégique concertée. Il guida Hélène et Lucie afin qu'elles se positionnent de manière à optimiser l'interaction avec les personnages, tandis que Jean-Paul restait vigilant et protégeait les environs. Antoine continuait d'enregistrer chaque image, sachant qu'elle deviendrait non seulement virale, mais aussi historique.
La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un éclair frappa près de la clairière, illuminant tout d'un éclair révélateur. Antoine vit Pierre et Hélène guidés par une silhouette vers un point central de la clairière. Soudain, les silhouettes se mirent en mouvement, formant un cercle autour du groupe, comme lors d'une cérémonie silencieuse. Chaque détail était une chorégraphie précise, reliant passé et présent, visible et invisible. Le point culminant de l'histoire ne se déroula pas dans un combat, mais dans une communication intense et silencieuse. Pierre rendit l'objet lumineux à l'une des figures. En échange, les êtres lui offrirent une petite capsule contenant les archives des activités qui s'étaient déroulées durant les années de leur disparition, expliquant en partie leur présence et révélant des schémas comportementaux qui protégeaient le village des menaces extérieures invisibles. La révélation fut à la fois incroyable et virale. La disparition des Dubois n'était pas un accident, mais faisait partie d'un phénomène plus vaste, impliquant des êtres interagissant avec l'humanité de manière incompréhensible. La clairière illuminée par la tempête semblait vibrer d'énergie, tandis que les Dubois, désormais transformés, revenaient au centre, en équilibre entre émotion, courage et maîtrise de soi. Au moment final, tandis que les personnages se retiraient dans les bois, Pierre, Hélène, Antoine, Lucie et Jean-Paul comprirent qu'ils avaient réussi une épreuve de survie, d'intelligence et d'adaptation. Ils avaient tous évolué. Pierre et Hélène avaient renoué avec la communauté, Lucie avait mûri prématurément, Antoine était devenu un protagoniste décisif et Jean-Paul avait su concilier logique et intuition. Ce point culminant non seulement résolvait le conflit central, mais consolidait également la croissance de chaque personnage, préparant ainsi le récit à ses conséquences et à sa conclusion. Le silence retomba sur la clairière, seulement troublé par le bruit de la pluie et du vent. Mais le sentiment était clair, le mystère des Dubois avait atteint un point de révélation que nul ne pouvait ignorer. Chaque action entreprise avait été essentielle, et l'équilibre entre courage, stratégie et perspicacité avait permis de transformer une disparition mystérieuse en une histoire surprenante et devenue virale. Le soleil se levait sur Saint-Vincent-sur-Jard, illuminant un village métamorphosé. Pierre et Hélène Dubois reprenaient le cours de leur vie, mais avec une compréhension plus profonde du monde qui les entourait. Chaque détail de la ferme, chaque ombre dans le champ, portait le poids des épreuves vécues durant leurs 5 années de disparition, et le couple commença à agir avec prudence et méthode, se préparant à protéger la communauté de futures menaces inconnues. Antoine Leclerc, désormais reconnu comme bien plus qu'un simple journaliste, a consolidé sa position de médiateur et de narrateur de la vérité. Son enquête a non seulement levé le voile sur le mystère des Dubois, mais a aussi démontré l'importance de la patience, de l'observation et de l'empathie face à l'inexplicable. Il a compris que le succès viral de l'histoire ne se résumait pas à la célébrité, mais visait à susciter la curiosité, la réflexion et l'apprentissage chez les lecteurs et les spectateurs. Lucie, autrefois simple enfant curieuse, a mûri rapidement. Son courage, son intelligence et son sens du détail l'ont transformée en un membre indispensable du village, capable d'interpréter les signes subtils de la nature et d'agir avec stratégie. Elle est devenue un symbole de la nouvelle génération qui allie curiosité, responsabilité et esprit de collaboration. Jean-Paul Mercier, le policier sceptique, a appris à harmoniser logique et intuition. Son expérience lors du dénouement a transformé sa vision du monde, le rendant plus ouvert aux possibilités inconnues sans pour autant perdre la prudence nécessaire à la protection de la communauté. Sa transformation a renforcé le récit de croissance et d'adaptation, démontrant que même l'esprit le plus rationnel peut évoluer face à l'inattendu. Le village connut alors une transformation silencieuse mais profonde. De petites patrouilles organisées par les habitants, des instructions sur la signalisation et l'intégration des pratiques apprises des Dubois permirent de bâtir une communauté plus résiliente et plus unie. La disparition, jadis un mystère isolé, devint une occasion d'apprentissage collectif. Les récits anciens, auparavant considérés comme de la superstition, commencèrent à être interprétés avec soin et respect,
préservant les traditions tout en intégrant une nouvelle compréhension du monde environnant. L'impact de cette histoire sur les réseaux sociaux et dans les médias a fait de Saint-Vincent-sur-Jard un lieu de référence pour les affaires mystérieuses. Mais le récit principal est resté centré sur les personnages et leur évolution. Chaque action entreprise lors des événements culminants a engendré des changements concrets. La ferme reconstruite, les liens sociaux renforcés et une communauté plus vigilante et consciente. Les Dubois commencèrent à jouer le rôle de mentors, partageant leur savoir avec Antoine et les villageois, leur apprenant à observer les signes et à interpréter les phénomènes sans céder à la panique. Cet apprentissage progressif consolida la trame narrative, la disparition, la rencontre avec l'inexplicable et le retour transformateur démontrèrent que même des événements en apparence tragiques peuvent engendrer croissance, unité et sagesse. La tempête, qui avait marqué le point culminant, n'était plus qu'un souvenir, mais ses conséquences demeuraient. Le village était en état d'alerte maximale, les personnages étaient plus forts et le récit s'achevait de façon surprenante et virale. Cette expérience collective avait transformé la perception du monde de chacun, mêlant mystère, action et évolution émotionnelle. Finalement, les Dubois reprirent leurs habitudes, mais avec de nouvelles précautions. Antoine rédigeait ses rapports avec soin, Lucie explorait la nature avec prudence, et Jean-Paul veillait sur la communauté avec une vision plus globale. L'histoire s'acheva sans laisser de zone d'ombre. La disparition était élucidée, ses conséquences comprises, et l'évolution des personnages était manifeste et satisfaisante. Des mois plus tard, la ferme des Dubois prospérait à nouveau, entourée de champs défrichés et d'animaux de retour. Antoine publia des récits détaillés qui devinrent viraux, suscitant curiosité et débat sur l'inexplicable. Lucie, désormais plus confiante, explorait en toute sécurité les sentiers environnants, apprenant aux autres jeunes à observer les signes subtils de la nature. Jean-Paul veillait sur le village, conciliant prudence et ouverture à l'inconnu. Pierre et Hélène vivaient avec un regard neuf, conscients des forces invisibles, mais fortifiés par l'expérience. Saint-Vincent-sur-Jard demeurait paisible, mais le mystère planait encore, rappelant à chacun que le monde recèle des secrets que seul le courage et l'attention peuvent percer. Si la disparition des Dubois et la mystérieuse redécouverte de l'enregistrement vous ont intrigué, ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec vos proches, discutez des indices, des théories et des mystères qu'elle recèle, et voyez qui en percera le mystère avant tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits surprenants, des affaires mystérieuses et des histoires virales qui défient toute logique et attisent la curiosité. Votre participation contribue à faire vivre ces récits, tandis qu'ensemble, nous explorons l'inexplicable, célébrons les découvertes et nous préparons à de nouvelles énigmes qui sont peut-être plus proches que nous ne le pensons.